Alors, je vais quand même, il me revient aussi la charge ou la responsabilité d'introduire cette table ronde et l'angle spécifique que nous avons décidé collectivement, donc à Cliopsy, de lui donner, d'y infléchir. Alors, en effet, vous l'avez entendu, la question qui nous habite, cet après-midi, en cette fin de journée, c'est la question du sujet contemporain, aux prises avec un lien social, avec un être ensemble, avec des institutions qui ne se présentent pas toujours sous les meilleurs auspices, c'est-à-dire selon des coordonnées soutenables par les individus. Ce matin, on a déjà évoqué à quelques reprises la déliaison, telle que Jean-Pierre Pinel notamment en parle. Les professionnels peuvent être eux-mêmes pris dans ce type de phénomène, ou bien en être des témoins à travers les sujets dont ils s'occupent dans leur pratique. Et dans ce cas, nous constatons que même s'ils n'en sont que les témoins, leur affectation n'en est pas moindre. Il nous est apparu important de faire circuler ici ce que les professionnels en disent dans les espaces d'analyse des pratiques que nous animons. Alors, quelle clinique développons-nous en soutien aux conflits et aux souffrances que nous pouvons entendre dans les registres tour à tour psychiques, intersubjectifs ou encore institutionnels? Où portons-nous nos éprouvés, notre écoute, notre entendement face aux énoncés de sujets aux prises avec des liens parfois chaotiques, parfois anomiques, mais aussi souvent faits de répétitions qui s'expriment dans une plainte aussi itérative qu'infinie, ou encore qui s'expriment à travers ce que Freud avait identifié comme un narcissisme des petites différences, qui scande le quotidien des petites et grandes haines entre collègues. Comme il a été dit ce matin par Claudine Blanchard-Laville, pouvons-nous offrir des espaces stables et dynamiques pour engager des processus de subjectivation chez des sujets professionnels dont la souffrance se manifeste précisément dans le lien? Pouvons-nous en effet faire que les sujets s'émancipent un peu dans le cadre procuré par le groupe et dans le transfert, qu'ils s'émancipent de leurs énoncés victimaires ou de leurs énoncés clivés? Car s'il est une souffrance du lien, c'est bien, à mon sens, celle de ne pas y être engagé par sa responsabilité psychique et éthique dans le lien. Comment alors cultiver ce soin de la parole qui est cher à plusieurs d'entre nous, cultiver un soin tout particulier consistant à entendre ce qui est dit, à le soutenir, à l'étayer parfois aussi? Voici les questions que je me suis posées et que j'ai en partie adressées aux participants de cette table ronde il y a quelques semaines de cela. Je les invitais donc à partager notre expérience et notre lecture des conditions de possibilité pour qu'une dynamique nouvelle ressorte de l'analyse des pratiques, qu'une subjectivation moins conflictuelle puisse émerger chez les professionnels qui effectuent cette démarche. En écrivant ces lignes, je m'étais même laissé emporter, allant jusqu'à écrire pour que puisse advenir un réenchantement de la pratique. Mais je n'aurais pas envoyé cette dernière envolée, sans doute un peu trop lyrique et peut-être trop idéalisante. J'ajoutais dans mon message, à l'attention de ces 4 intervenants, que si la référence à la psychanalyse est partagée par plusieurs d'entre nous, elle n'est pas non plus exclusive d'autres références dans le champ de la clinique, et c'est très sérieusement que je les invitais à discuter des dispositifs, cadres et concepts que nous mobilisons pour travailler au cœur des problématiques subjectives contemporaines, avec le réel d'institutions éducatives et formatives fréquemment défaillantes dans leurs fonctions. J'avoue quand même que pour moi, les choses s'engagent différemment selon la place que l'on donne au phénomène inconscient et selon la théorie du sujet que l'on a adoptée. Mais nous allons voir ce qu'il en est pour mes collègues. Jean-Pierre Lebrun a été un des psychanalystes à avoir attiré l'attention il y a plusieurs années déjà sur ce qu'il qualifiait de mutation inédite de l'organisation du lien social. Il disait que cette mutation se manifeste par ce qu'on appelle communément la perte de repères, ce qu'on appelle dans le sens commun la perte de repères,
ainsi que par des difficultés de réajustement dont nous avons sans cesse des échos au travers des avatars de la vie collective. De cette mutation, donc de l'organisation du lien social, il dira aussi qu'elle tient au fait que le lien social était organisé jusqu'à récemment par la présence, à tous les endroits du système, d'une position d'extériorité, d'une place d'exception, d'une transcendance et donc d'une asymétrie des places. Lebrun revient à maintes reprises dans ses travaux depuis 5 ans environ sur la disparition de cette place d'exception. Dans le même fil que lui, je pourrais dire que nous entendons souvent dans les groupes d'analyse des pratiques des manifestations de désarroi ou des conduites défensives liées à la crise de légitimité qui affecte la place de l'éducateur, de l'enseignant, du proviseur, du CPE, mais on pourrait dire aussi du parent. Les sujets professionnels souffrent en effet d'une délégitimation de la place d'exception nécessaire à la transmission. Autrement dit, ils éprouvent douloureusement qu'il n'y ait plus ce dénivelé qu'ils se représentaient comme soutenant leur position professionnelle, si ce n'est personnelle. Souvent d'ailleurs, dans les dires des professionnels en souffrance, s'embrouille confusément cette question de la place d'exception et celle de leur autorité personnelle qu'ils ont vu choir. Car de la place délégitimée à la figure humiliée, il n'y a souvent dans leur esprit qu'un pas. Pour Jean-Pierre Lebrun, c'est la différence de place elle-même qui apparaît comme devenue incongrue. Mais il ajoute tout de suite que cette fin de la transcendance n'est pas pour autant synonyme d'anomie, car nous pouvons repérer que c'est un autre régime symbolique de la vie collective qui est en train de se constituer aujourd'hui. En effet, dans le même mouvement se substitue, dit-il, au régime d'hier un autre type de lien social. Alors, je me disais, en le relisant, peut-être sommes-nous arrivés à ce point-là. L'analyse des pratiques professionnelles permettrait peut-être de rendre le monde plus praticable. Nous en sommes peut-être arrivés à ce point-là, c'est-à-dire à cet autre régime de lien social dans lequel, en effet, l'analyse des pratiques professionnelles pourrait jouer un rôle de médiation. Alors, on pourrait dire que, à côté de la déliaison, règnent quand même quelques belles illusions qui l'oblitèrent en partie, ou oblitèrent les processus de déliaison, tout en les constituant, bien évidemment. Alors, je pense, mais c'est d'une telle banalité que j'ai presque honte d'amener ça ici, mais enfin bon, notamment à l'espèce d'hyperconnexion dans laquelle nous sommes en permanence avec nos proches, avec le monde, avec les collègues, au moyen d'instruments avec ou sans fil, la Wi-Fi étant devenue, à mon sens, la métonymie d'un lien permanent, d'un lien ininterrompu, le signifiant en tout cas d'une non-séparation. Ce lien permanent n'empêche pas, bien au contraire, que le sujet puisse, comme le dit Marcel Gauchet, être déconnecté du tout et puisse percevoir l'autre comme intrinsèquement menaçant. Il est évident que dans le contexte néolibéral actuel, où il est fait appel à l'individu et à la compétition avec une brutalité que nous avions peut-être oubliée ou ignorée jusqu'ici, les démarches cliniques, et en particulier l'analyse des pratiques professionnelles, ne sauraient résoudre à elles seules totalement le malaise dans la société ou la tendance à l'anomie dans les institutions. Comme il a été dit ce matin, par moments, on se demande si on ne ferait pas mieux de conseiller aux gens de se syndiquer plutôt que d'entrer dans un groupe d'analyse de la pratique. Par contre, dans les groupes d'analyse des pratiques, il me semble que je peux soutenir, pour des sujets, une posture que j'applique à ma manière d'entendre dans le transfert. Une posture qui réduise certains de ces processus de déliaison. Je pense ici par exemple au fait que certains sujets se coupent de la nécessité des liens d'altérité en raison des risques imaginaires que représente tout lien intersubjectif pour eux, ou que d'autres se contentent d'être dans la plainte permanente. On a déjà beaucoup évoqué ce matin la question de la plainte. Ou que d'autres enfin présentent des problématiques de désubjectivation. Ils n'y sont pas dans ce qu'ils disent. Ou encore que d'autres attaquent le lien perversement, y compris jusque dans le groupe d'analyse de la pratique, portant ainsi atteinte à ce qui fait le registre symbolique si fragile de l'être ensemble.
Ces processus sont en effet très toxiques et comme il a aussi été dit ce matin, nous pourrions participer à une sorte de décontamination. Même si j'aime pas tellement moi ce mot, qui m'évoque plutôt que ma posture, des agents portant des vêtements de protection chimique et des masques. Mais je dirais qu'en tout cas, nous transformons sûrement des processus toxiques en fournissant ces espaces physiques, mais aussi ces espaces symboliques de parole et d'élaboration. Pour nous autres cliniciens qui animons des groupes d'analyse des pratiques professionnelles ou encore des groupes de parole dans les institutions éducatives, la question du sujet, du lien social, est souvent au cœur de notre travail. Je l'ai personnellement éprouvé avec des groupes de parole d'adolescents, et non pas d'analyse de pratiques professionnelles, dans des collèges et lycées de zones urbaines sensibles. J'ai eu ce sentiment qu'en instituant un lieu de la parole, nous procédions à une opération symboligène dans l'institution scolaire. C'est pas magique, mais c'est de cette portée-là. Si ces sujets adolescents et adolescentes sont tentés un instant d'imaginer qu'il pourrait s'agir d'une espèce d'opportunité de catharsis pour eux, rompant avec le cours des choses de leur vie scolaire qui a été souvent chaotique, ils sont en tout cas rapidement désillusionnés lorsqu'ils fréquentent les groupes de parole. Comme le disait ce matin Christina Kupfer, en faisant référence à un texte de Lacan sur la conduite de la cure, le groupe est l'occasion d'une confrontation avec son propre dire. Il s'agit de s'entendre dire ce que l'on dit. C'est d'ailleurs en cela que je considère que les groupes de parole d'adolescents peuvent être aussi vus comme des groupes d'analyse de la pratique, en tant que pratique adolescente. En tout cas, le groupe de parole est un lieu d'adresse où une parole peut être adressée dans le transfert, et ceci a une fonction non négligeable sur la fonction de la parole adolescente. En ce sens, il est un espace clinique, mais non thérapeutique, et disons que ces groupes sont un espace analytique en ce qu'ils peuvent avoir une fonction active de contenant de la parole et du lien social à travers la mise en jeu d'un subtil rapport de place qui est aussi un rapport de différenciation et de séparation. J'ai repris ce propos de Lacan dans l'exergue de mon article pour Cliopsy que vous pourrez trouver dans la petite revue, cette fois-ci sur papier, qui vous a été distribuée, lorsque Lacan disait « Nous montrerons qu'il n'est pas de parole sans réponse, même si elle ne rencontre que le silence, pourvu qu'elle ait un auditeur et que c'est là le cœur de sa fonction dans l'analyse. » C'est dans Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Aussi, dans ma propre adresse à mes collègues ici présents, je souhaite maintenant, en leur donnant la parole, leur demander comment eux-mêmes construisent des dispositifs pouvant être des lieux d'adresse dans les institutions, où soit pris soin de la parole des sujets, mais aussi où soit pris soin du lien social intersubjectif que constitue le groupe.